7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. Ils pensaient que ces écrits-ci avaient disparu à jamais. Mais que se passerait-il si l'intelligence artificielle venait de révéler quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert? En 2021, une équipe d'archéologues s'est aventurée dans une grotte restée intacte pendant 6 décennies, consciente que ce qui s'y trouvait pourrait tout changer. À quelques pas de la grotte. Vous m'entendez? Je vous entends. Venez vite. Nous avons fait une découverte extraordinaire. Vraiment, qu'avez-vous trouvé? Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement un texte sacré. C'était un récit délibérément dissimulé, écrit en grec, encadré par l'hébreu et enfermé pour une raison bien précise. Puis, la technologie est intervenue. Des algorithmes ont reconstitué les pièces manquantes et donné voix à ce qui était resté silencieux. Et ce qui a émergé n'est pas ce que nous aurions dû voir. L'intelligence artificielle a percé les mystères des manuscrits de la mer Morte et la vérité est plus troublante que quiconque ne l'aurait imaginé. 15 colonnes de texte en grec ancien révélées pour la première fois en près de 2 ans. Le calme a disparu, remplacé par un phénomène impossible à ignorer. Et pour quiconque s'accroche à des convictions profondément ancrées, la suite ne sera pas chose aisée. Zacharie décrit ce qui va advenir de la reconstruction du temple et de Jérusalem à la venue d'un roi messianique. La descente dans la caverne de l'horreur. En 2021, lorsque des archéologues ont exploré une grotte de Judée, ils ne cherchaient pas seulement des ossements ou des poteries. Ils étaient à la recherche de quelque chose de plus profond enfoui sous la poussière et le temps depuis plus de 60 ans. Leur découverte n'était que le début. La véritable surprise allait survenir plus tard, lorsque l'intelligence artificielle est intervenue pour reconstituer le puzzle. Nous y reviendrons, mais revenons d'abord sur le point de départ. Pour accéder à la grotte, les chercheurs ont dû descendre, on rappelle, une falaise abrupte de 80 mètres de haut. Ce n'était pas seulement risqué, c'était aussi physiquement éprouvant. Mais pour Oren Abelman et son équipe de l'Autorité des Antiquités d'Israël, l'effort en valait la peine. Cachés au cœur de ces roches se trouvaient des fragments de textes anciens. Et pas n'importe lesquels des morceaux des manuscrits de la mer Morte, de petits fragments fragiles qui avaient miraculeusement survécu à des siècles de chaleur, de décomposition et de silence. Abelman a reconnu que leur découverte était insignifiante. Ce ne sont que de minuscules fragments, a-t-il déclaré. Mais même des fragments peuvent être dire longs une fois assemblés. L'équipe s'est parvenue à en reconstituer certains comme les pièces d'un puzzle. Peu à peu, des phrases et des significations ont repris vie, offrant un aperçu de ce qui avait été. La grotte où tout cela s'est passé est officiellement connue sous le nom de grotte Ruth, mais la plupart des gens l'appellent autrement la grotte de l'horreur. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il provient de ce qui a été découvert à l'intérieur. Dans les années 1950 et 1960, des explorateurs comme les professeurs Yigiel Yadan et Yanan Aharoni avaient déjà mené des recherches sur le site. Même les Bédouins de la région du Negev s'y étaient intéressés. Leurs découvertes ont révélé un tableau saisissant. Aux alentours de l'an 35 de notre ère, lors de la chute de la révolte de Bar Kokhba, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants juifs s'était réfugié dans la grotte. Environ 40 personnes au total. Les forces romaines encerclèrent rapidement la zone et campèrent au bord de la falaise. Sans issue, les personnes à l'intérieur furent confrontées à un choix impossible. Elles refusèrent de se rendre. Une à une, elles moururent piégées, assoiffées et oubliées. Leurs squelettes restèrent là où elles tombèrent. C'est avant tout ce qui explique le nom sinistre de la grotte. Avançons maintenant jusqu'à nos jours. Ces nouveaux fragments proviennent de la même grotte. Grâce aux outils modernes, les chercheurs ont pu les examiner de plus près que jamais. Mais ce n'est plus seulement l'œil humain qui les étudie. L'intelligence artificielle entre en scène et ce qu'elle commence à révéler pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur ces textes anciens. Laissez-moi vous expliquer.
les rouleaux qui ont survécu. Trouver quoi que ce soit de nouveau dans la grotte de l'horreur semblait improbable après toutes ces décennies. Mais parfois, ce sont les plus infimes détails, pourtant à la vue de tous, qui changent tout. Cette fois-ci, ce qui n'était en apparence qu'une simple tache dans la terre s'est révélé bien plus significatif. Plus de 60 ans après l'exploration de la grotte par les professeurs Yigil Yadin et Johanan Aharoni, des scientifiques sont revenus munis d'outils plus performants et d'une vision plus aiguisée. L'environnement sec, protégé et isolé de la grotte avait parfaitement préservé ce qu'elle contenait encore. Malgré toutes les conditions étaient difficiles, la faible luminosité et l'épaisse couche de poussière rendaient toute observation inhabituelle compliquée. Un membre de l'équipe, un archéobotaniste, remarqua quelque chose de subtil de faible marque sur un groupe de très petits fragments. À première vue, rien ne semblait particulier, mais en y regardant de plus près, ces fragments poussiéreux révélèrent des traces d'encre, des indices d'écriture qui laissaient présager une découverte majeure. Il s'agissait de fragments d'un parchemin ancien, un indice subtil qui aurait pu passer inaperçu et pourtant il suscita un regain d'enthousiasme. Dans les régions plus humides, ces fragments se seraient désintégrés au point d'être méconnaissables. Mais à l'intérieur de cette grotte du désert, ils restèrent cachés et intacts pendant près de 2 ans. L'histoire des manuscrits de la mer Morte commença dans les années 1940 avec la découverte des plus anciens fragments. La plupart de ces manuscrits étaient liés à une communauté qui vivait à Qumran. De nombreux chercheurs pensent que ce groupe était connu sous le nom d'Essénèse, une secte juive aux croyances et aux textes distincts, bien que cette hypothèse soit encore sujette à débat. Ce qui rendit la découverte des manuscrits de la mer Morte si extraordinaire, c'est leur contenu. Il ne s'agissait pas de simples copies d'ouvrages religieux connus. Ils contenaient les plus anciens manuscrits bibliques jamais découverts, ainsi que des textes juifs qui avaient disparu au fil du temps. Ces écrits offraient un éclairage nouveau sur les croyances et les débats qui animaient la vie juive de l'époque. Ils ont également permis de mieux comprendre comment le christianisme primitif a émergé dans ce même contexte. Mais un autre facteur est désormais entré en jeu. L'intelligence artificielle est utilisée pour étudier ces fragments d'une manière qu'aucun humain ne pourrait réaliser. Et les révélations sont nombreuses. Cliquez sur « J'aime » vous permettra peut-être de plonger encore plus profondément dans ce voyage fascinant. L'enfant, le panier et les rouleaux. Cachés sous des couches de terre sèche et de poussière accumulées au fil des siècles, la grotte a peu à peu révélé les vestiges d'un monde disparu. Parmi les fragments de rouleaux, les archéologues ont fait une découverte profondément humaine. Près de l'entrée de la grotte, juste sous 2 pierres plates, ils ont trouvé la dépouille momifiée d'un enfant. L'enfant, âgé vraisemblablement de 6 à 12 ans, avait été délicatement placé en position fœtale, la tête et le torse enveloppés dans un tissu, tandis que ses pieds étaient découverts. Il tenait dans ses mains un autre morceau d'étoffe. La disposition soignée de l'enfant suggérait un enterrement intentionnel et respectueux. Des analyses ultérieures ont révélé que les restes dataient d'environ 60 ans. Cette découverte était frappante non seulement par son âge, mais aussi par son état de conservation exceptionnel. L'air sec de la grotte a contribué à préserver le corps intact, le figeant dans le temps. Les chercheurs pensent que le climat et la méthode d'inhumation ont joué un rôle dans sa survie à travers les âges. Ce petit corps, enveloppé et reposant sous terre, semblait être un message silencieux venu d'un passé lointain. L'équipe a fait d'autres découvertes en s'enfonçant plus profondément dans la grotte. Ils y ont trouvé un grand panier tressé. Son état était remarquable. Parfaitement tissé, serré et manifestement conçu pour le stockage, ce panier avait une contenance estimée à environ 100 litres. Des analyses complémentaires ont permis de le dater du néolithique. Il s'est avéré être le plus ancien panier jamais découvert datant de près de 90 ans.
Oren Abelman a expliqué que des découvertes comme celle-ci offrent aux chercheurs un éclairage nouveau sur les premiers progrès de l'humanité. Ce panier date du Néolithique B, période antérieure à l'invention de la céramique. Il marque une ère où les populations du Proche-Orient s'éloignaient progressivement de la chasse et de la cueillette. Les premiers villages agricoles commencèrent à se former. Ce fut un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les gens commençaient à s'installer, à cultiver la terre et à construire des habitations durables. Le panier était bien plus qu'un simple objet de rangement, il reflétait un mode de vie naissant. La grotte révélait bien plus que des rouleaux et des vestiges antiques. Elle a offert aux chercheurs un aperçu rare de la façon dont les premiers hommes vivants prenaient soin de leurs enfants et stockaient leurs provisions. Chaque découverte ajoutait une nouvelle dimension à l'histoire, des échos des prophètes. Tout ce qui subsiste du passé n'est pas intact. Parfois, il nous parvient par fragments usés et brisés, mais encore suffisamment solides pour receler un sens. Ce fut le cas des morceaux de rouleaux mis au jour lors des fouilles. Bien qu'incomplets, certains fragments ont pu être reconstitués. Au total, environ 80 morceaux de parchemin ont été retrouvés. Après une étude approfondie, les chercheurs les ont rattachés au rouleau des 12, également connu sous le nom de rouleau des petits prophètes. Des fragments de ce rouleau avaient déjà été découverts. Au début des années 1950, des Bédouins de la région de Nahal Haver avaient trouvé des fragments similaires et les avaient ensuite vendus à Jérusalem. Ce qui distinguait ces nouveaux fragments, c'était non seulement leur ancienneté et leur état de conservation, mais aussi la langue qu'ils contenaient. Comme les découvertes précédentes, ces fragments étaient écrits en grec et non en hébreu. Le chercheur Oren Abelman a souligné que cela était inhabituel. La plupart des textes bibliques trouvés dans le désert de Judée sont écrits en hébreu ou en araméen. Les rouleaux grecs de ce type sont rares dans la région. L'écriture a révélé que deux scribes différents avaient travaillé sur le texte, chacun avec un style légèrement distinct. La formulation ne correspondait pas exactement à la Septante, la version grecque la plus connue de la Bible hébraïque. Abelman a toutefois expliqué que le rouleau y est toujours attaché. Il semble s'agir d'une variante ou d'une réécriture de la Septante, ce qui suggère que les communautés qui utilisaient ces textes avaient leur propre méthode de préservation et d'interprétation des Écritures. Les textures du parchemin correspondaient à celles de fragments plus anciens découverts dans la même région. Cette similitude a permis aux chercheurs de confirmer que les fragments appartenaient au même rouleau que ceux mis au jour plusieurs années auparavant. Concernant le texte lui-même, il provient des 12 livres prophétiques présents à la fois dans la Bible hébraïque et dans l'Ancien Testament chrétien. Les chercheurs ont pu identifier une dizaine de versets parmi les fragments récemment rassemblés. Certains de ces versets sont tirés du livre de Nahum. Ce passage décrit le jugement et la puissance divine dépeignant un monde tremblant sous la colère de Dieu. Un autre passage fait référence au livre de Zacharie. Ce passage traite de la responsabilité morale et de la reconstruction de la vie communautaire après l'exil babylonien. Il encourage l'équité et l'honnêteté dans le jugement et met en garde contre les pensées néfastes et les fausses promesses. Bien que ces fragments soient minuscules, leur importance est immense. Ces fragments offrent un aperçu direct de la manière dont les écrits anciens étaient lus, copiés et partagés. Chaque mot subsistant permet aux chercheurs de retracer le parcours des textes sacrés à travers le temps et les cultures. Et au sein de ces morceaux de parchemin enfouis pendant des siècles et presque perdus, subsiste un lien avec les voix qui jadis les lisaient à haute voix et les transmettaient. Ligne après ligne, rouleau après rouleau, des yeux numériques scrutent l'encre ancienne. Que se passe-t-il lorsque l'on associe un objet ancien à la technologie moderne pour lui redonner vie? Tel était le défi auquel les chercheurs ont été confrontés en étudiant les fragiles fragments de la grotte de l'horreur. À première vue, les morceaux n'avaient rien d'impressionnant.
La plupart étaient minuscules, certains bien plus grands qu'un ongle. Ils étaient fissurés, noircis et fragilisés par près de 2 ans d'usure et de dégradation. Avec tant de fragments endommagés et éparpillés, par où commencer? Les méthodes traditionnelles avaient leurs limites et le risque d'aggraver les dommages lors des analyses était toujours présent. L'équipe avait besoin d'une nouvelle approche. Cette fois, elle s'est tournée vers l'intelligence artificielle. Elle ne cherchait ni messages cachés ni codes secrets. Son objectif était simple. Il souhaitait récupérer le maximum de texte original sans endommager les fragments restants. Pour commencer, chaque fragment a été scanné sous différents types de lumière, notamment visible, infrarouge et ultraviolette. Ces procédés ont révélé des faibles marques invisibles à l'œil nu. Vint ensuite l'étape plus complexe. L'équipe utilisa la reconnaissance optique de caractères OCR, mais pas celle conçue pour l'impression moderne. Ce système avait été spécifiquement entraîné à lire les écritures anciennes. Il pouvait identifier des lettres grecques et hébraïques anciennes, effacées à peine visibles. Chaque caractère réapparaissait lentement trait après trait. Mais la numérisation et la lecture n'étaient que le début. Une fois que les fragments numérisés, ils furent traités par un système d'apprentissage profond. Cette intelligence artificielle avait été entraînée sur de vastes collections de manuscrits, de rouleaux et d'inscriptions anciens. Elle ne se contentait pas de reconnaître des mots. Elle identifiait des motifs, des styles d'écriture, la disposition des rouleaux et même les types d'encre présents sur différents fragments. Alors qu'on révélait toutes ces informations non pas des prédictions du futur, mais des preuves de l'existence humaine. L'IA a commencé à remarquer que certains rouleaux provenaient des mêmes sources. Ils partageaient des caractéristiques d'écriture, des méthodes de couture et des textures de papyrus similaires, autant d'indices d'ateliers de scribes organisés où les textes étaient soigneusement produits et copiés. Même dans des communautés reculées et isolées, on percevait ordre et intention. Et là où l'œil humain était limité, l'intelligence artificielle a su déceler ce que l'encre révélait. Sous cette écriture ancienne, les rouleaux recelaient quelque chose de bien plus personnel. À mesure que les numérisations étaient traitées et que les données s'accumulaient, un élément inattendu a attiré l'attention des chercheurs. Au départ, il s'agissait de détails infimes. Mais lorsque l'IA a examiné les rouleaux plus en profondeur, elle a décelé une dimension humaine, une intimité profonde. Comment était-ce possible? S'agissait-il véritablement de voir au-delà des mots eux-mêmes? L'imagerie multispectrale et l'apprentissage automatique avaient déjà permis de restaurer des textes effacés. Mais à présent, les paléographes étaient témoins de quelque chose de totalement différent. Les algorithmes ne se contentaient de lire le langage. Ils repéraient des schémas de mouvement, de légères irrégularités qui indiquaient la personne tenant le stylo. Imaginez déceler la nervosité dans l'écriture de quelqu'un. Le même principe s'appliquait ici. Chaque trait aussi infime, soit-il, reflétait une part de l'état du copiste. Une lettre légèrement inclinée, une ligne d'encre plus fine, révélait des indices subtils, variations de pression, hésitation, irrégularité du trait. C'était comme suivre une main à travers le temps. Chaque variation devenait une empreinte digitale, unique, préservée malgré des siècles d'altération. Un fragment se détacha alors nettement. Il provenait du livre de Nahum. Au premier abord, il semblait bâclé, voire désordonné, les lettres acérées, laissant apparaître une encre diluée. Certains caractères s'affaissaient, d'autres se penchaient en avant. Mais l'IA n'y vit pas une négligence. Elle détecta plutôt des micro-tremblements à l'intérieur des traits. Ce niveau de détail suggérait quelque chose de plus profond. L'auteur était-il malade? Ses mains tremblaient-elles de peur ou de vieillesse? Se cachait-il se précipitant pour sauver les Écritures,
avant que tout ne soit perdu, à cet instant, les rouleaux devinrent plus que de simples écrits anciens. Ils se transformèrent en un instantané de survie. Il ne s'agit pas seulement de textes religieux, mais de témoignages émotionnels, fruits de la volonté de préserver le sens d'un monde en ruine. Nul ne sait qui a écrit ces lignes, mais la pression de leurs mains, le tremblement de leurs poignets demeurent, et grâce aux technologies modernes, nous avons enfin pu les voir en parcourant les rouleaux. Alors que l'on pensait que les fragments avaient livré tout leur potentiel, une nouvelle dimension du sens a émergé, reliant géographie, langue et histoire. Comme mentionné précédemment, les chercheurs pensaient autrefois qu'un seul groupe, peut-être les Essins, avait produit les rouleaux. Mais cette hypothèse a commencé à s'affaiblir avec l'avènement de l'analyse par intelligence artificielle. Grâce à des outils capables de détecter les moindres différences dans la composition de l'encre, la composition chimique, la texture du parchemin et le style d'écriture, une histoire plus vaste et plus complexe s'est dessinée. Les rouleaux étaient écrits non seulement en hébreu biblique et en araméen, mais aussi en grec et en paléo-hébreu. Le paléo-hébreu était généralement réservé aux noms sacrés. En soi, rien d'inhabituel. Mais lorsque ces fragments sont commencés à apparaître bien au-delà de Qumran, dans des lieux comme le Wadi Murabba et la grotte de l'Horreur, de nouvelles questions ont surgi. Pourquoi étaient-ils si dispersés? Et avaient-ils tous été créés par une seule et même communauté? C'est alors que l'analyse par intelligence artificielle a commencé à remettre en question des idées restées incontestées pendant des décennies. Alors que les machines analysaient les subtiles différences linguistiques et les comparaient aux styles d'écriture régionaux connus, une surprise se dessina. L'uniformité de la production et de la copie de ces rouleaux, malgré leur dispersion géographique, révélait un niveau d'organisation insoupçonné. Certains fragments présentaient même des corrections intentionnelles, des retouches à l'encre et des bords cousus à la hâte, comme si quelqu'un s'était dépêché de sauver ce qui pouvait l'être en situation d'urgence. Qui était responsable de ce travail? Et pourquoi a-t-il été réalisé si rapidement? Ce qui semblait autrefois être l'œuvre d'une seule secte isolée s'apparentait désormais davantage à l'action de plusieurs groupes, peut-être des communautés disséminées à travers Jérusalem et la Galilée. De fait, certaines variantes textuelles découvertes dans les fragments les plus récents de la caverne de l'Horreur étaient totalement absentes de la collection Qumran. Elles correspondaient en revanche à des versions connues d'autres groupes juifs plus proches de la ville durant la domination romaine. Étaient-ils motivés par la peur, l'instinct de survie ou une ultime tentative pour préserver ce savoir de la disparition? De nombreux érudits pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une mission coordonnée visant à empêcher la disparition définitive des écrits sacrés. Ils estiment que cette initiative s'est déroulée durant la période de trouble qui a suivi la destruction du Second Temple. Alors que les villes s'effondraient et que l'espoir s'amenuisait, les rouleaux furent transmis de personne à personne. Certains furent ensuite transportés à travers le désert cachés dans des grottes ou même enterrés auprès des défunts. Imaginez ce que ce voyage a pu être des scribes bravant des dangers mortels, des messagers, progressant silencieusement entre les lignes ennemies, des gardiens, scellant des liasses de textes sacrés sous de lourdes pierres. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt!